Que peut nous apprendre de l'ancien palais des rois cette unique pièce du puzzle encore intacte, témoin de son apogée il y a plus de 700 ans? La Sainte-Chapelle culmine à 75 mètres de hauteur. Le monument a été le gratte-ciel du Moyen-Âge. Sa flèche offre encore aujourd'hui l'un des plus beaux panoramas sur Paris. On a une vue imprenable de tout Paris ici, c'est extraordinaire. Ouais, c'est superbe. Conservateur et spécialiste de l'histoire de l'art médiéval, Pierre-Yves Le Pogam va aider Yves à se plonger dans les secrets de sa construction. On est ici vers 1240-50. À Notre-Dame, la flèche n'est pas encore en place. Donc on est certainement sur le lieu le plus central de Paris et le plus haut. Donc on a une vue royale. La Sainte-Chapelle a été construite en un temps record, de 1241 à 1248, soit en seulement 7 ans. Un défi architectural initié par Saint-Louis. Louis IX est le plus connu des rois qui ont régné au palais de la Cité. Mystique, fervent des croisades, Saint-Louis nous a aussi légué le principal joyau du premier palais de nos souverains. C'est vraiment fabuleux. À chaque fois que je viens ici, ça fait un choc émotionnel. Ouais, on est à l'intérieur du feu d'artifice. Voilà, oui c'est ça, oui c'est exactement ça. C'est comme un feu d'artifice dans lequel on serait. Depuis le XIIIe siècle, la Sainte-Chapelle subjugue. Aucune église n'avait été aussi lumineuse jusqu'ici. Le gothique est ici tantôt rayonnant, tantôt flamboyant dans sa rosace. Les lumières semblent irradier le commun des mortels. Tout est conçu dans le bâti pour susciter l'émotion. Alors qu'est-ce qui nous donne cette impression de profondeur quand on rentre dans l'édifice? C'est le fait qu'on a des travées qui sont assez larges quand même pour faire rentrer ces deux baies à chaque fois très importantes. Et puis brusquement, dans l'abside, on accélère le rythme puisqu'on a des petites travées très étroites, y compris la première qui est encore plus étroite, ce qui donne évidemment une accélération en quelque sorte de l'espace. On a une impression comme ça de rétrécissement et d'élancement encore plus vers cette tribune. Car c'est vers elle que tous les regards devaient se tourner. Ici était exposée la couronne d'épines de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut aller voir là où était la Oui, grande là-haut, chasse? donc oui, très bien, bien volontiers, allons-y. Prenons les escaliers du roi et de la reine, voilà, je vous en prie. J'y vais. Donc ça, c'est un peu un escalier de service pour accéder à... Oui, enfin, c'était quand même là que passait le roi, vraiment, enfin... Dis donc, quelle perspective. Oui, c'est magnifique. Là, on est vraiment à l'emplacement que seul le roi, quelques dignitaires du clergé pouvaient connaître pour ouvrir la grande chasse et éventuellement sortir même un reliquaire, le montrer aux quelques personnes qui étaient là ou éventuellement à la foule plus compacte qui pouvait se trouver dans la cour du Mai. Donc c'est le lieu le plus sacré, en fait, de tout le royaume. Oui. La Sainte-Chapelle a été conçue comme un écrin pour protéger la couronne d'épines. La couronne d'épines a donné à ce lieu une importance mondiale. Les souverains du monde entier venaient pas simplement pour aller rencontrer le roi, mais aussi pour avoir une épine de cette couronne. Donc c'est devenu une sorte de nouvelle Jérusalem, un espèce de centre du monde symbolique, en tout cas d'un point de vue religieux. La couronne d'épines a désormais plus de 2000 ans. Aujourd'hui, elle est présentée aux fidèles à titre exceptionnel. À l'époque, pour l'obtenir, Saint-Louis avait dû débourser plus de la moitié du budget annuel du royaume. Lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les secours se sont démenés pour éviter que la couronne ne parte en fumée. Elle y était conservée depuis que le palais de la Cité était tombé en disgrâce. La Sainte-Chapelle n'a pas fini de livrer tous ses secrets.
Avec son drone, Marjorie va passer l'édifice au peigne fin. Là, je pourrais faire 10 000 photos sans problème. Avec l'espoir de débusquer d'autres indices que l'œil humain ne peut percevoir. C'est un endroit, un visuel qui me coupe le souffle à chaque fois. Hein. Ça fait plusieurs fois que je viens ici. À chaque fois que je rentre dans cette salle, c'est waouh, magnifique. Et puis voir les détails comme ça. Le drone permet d'approcher au plus près les 1113 vitraux de la Sainte-Chapelle. Ils représentent des scènes de la Bible, depuis Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse. Grâce aux photos prises par Marjorie, nos experts vont pouvoir faire apparaître le tout premier morceau du puzzle dans notre modèle fantôme du palais de la Cité. Voici la Sainte-Chapelle telle qu'elle se dresse aujourd'hui. Mais elle ne ressemblait pas tout à fait à cela au Moyen-Âge. Avec la magie du numérique, le passé peut ressusciter. Alors ce qui est intéressant dans l'espace virtuel, c'est qu'on peut retourner en arrière dans le temps et puis faire apparaître des édifices qui aujourd'hui ont disparu. Oui, parce que vous pourriez ajouter, vous savez, le Trésor des Chartres, ce petit édifice qui a été construit en même temps que la Sainte-Chapelle, juste à côté, mais qui est une sorte de Sainte-Chapelle en miniature, qui a été détruite à la Révolution. C'est là où on conservait les actes les plus importants du gouvernement, les traités, les comptes, enfin tout ce qui faisait le cœur de l'administration royale. C'est l'État qui s'invitait à la Sainte-Chapelle en quelque sorte, juste à côté des reliques de la Passion. Yves et Pierre-Yves Le Pogam vont pouvoir maintenant rentrer dans le modèle. La 3D va mettre la Sainte-Chapelle à nu. De nouveaux indices pourraient se révéler. C'est étonnant, je vois l'édifice vraiment d'un œil nouveau, avec tous ces détails qui paraissent si précis. Et en voyant ce modèle, moi je me pose toujours cette question. En fait, comment ça tient? Comment cette cage de verre arrive à traverser le temps sans... Alors ça reste très mystérieux, mais il y a plusieurs explications. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arc-boutant ici, comme on voit toujours dans les édifices gothiques, surtout à cette époque-là. Enfin, au XIIIe siècle, il y a plein d'arc-boutants autour des cathédrales. Ici, on s'en passe parce que c'est un peu plus petit, peut-être. Il y a surtout le fait qu'en bas, on a une chapelle basse. D'ailleurs, on la voit apparaître, là, c'est incroyable. Et vous voyez qu'elle est faite différemment de la chapelle haute, puisqu'elle a des bas-côtés, enfin des collatéraux, qui sont soutenus par des étrésillons, c'est-à-dire des espèces d'arc-boutants intérieurs. C'est exactement le contraire d'une cathédrale gothique où ils sont des grands arcs-boutants à l'extérieur, là ils sont à l'intérieur. Donc déjà ça solidifie la partie basse de l'édifice. Donc les deux niveaux s'équilibrent entre eux. Voilà, exactement. On a une assise très solide qui permettait probablement d'aider au contrebutement de la chapelle supérieure. Mais alors comment la chapelle supérieure, qui a l'air construite de verre, comment elle tient ? Alors, vous voyez ces grandes verrières qui ont l'air d'être toutes différentes les unes des autres, en fait, elles ont quelque chose en commun, même si leur dessin est différent, c'est qu'il y a des barres de fer qui passent horizontalement, ce qu'on appelle des barlotières traditionnellement dans les vitraux. Mais ces barres de fer, vous voyez, elles traversent le mur et donc elles ceinturent tout l'édifice. Ça, c'est vraiment une nouveauté absolue. D'accord, donc en fait, c'est pas vraiment une cage de verre, c'est une cage de fer. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. On a toujours dit que la Sainte-Chapelle était une cage de verre, mais non, vous avez raison, on pourrait aussi bien dire que c'est une cage de fer. Mais une question subsiste. De quand date cette mystérieuse cage de fer? Vient-elle d'une restauration récente? Ou remonte-t-elle à l'époque bien plus lointaine de sa construction sous Saint-Louis? Ce qui serait une vraie prouesse technique pour l'époque. Cette ceinture de fer
Un chercheur tente de la dater depuis près de 10 ans. Maxime L'Héritier est historien spécialisé dans les techniques de construction. Il s'intéresse à une partie bien spécifique du chaînage, dissimulée non pas dans les vitraux, mais dans la pierre de la Sainte-Chapelle. Là, il faut imaginer qu'il faisait le tour de l'édifice, qu'il encerclait véritablement la structure. Il est vraiment juste au-dessus des fenêtres. Il était vraiment à ce niveau-là, ici. C'est donc dans les combles de la Sainte-Chapelle, là où personne ne va, que l'on peut trouver quelques preuves apparentes de ce chaînage. Là, ce qu'on voit sur la partie supérieure des murs de la Sainte-Chapelle, c'est d'une part qu'il y a un grand système de tirants qui a été mis en place au XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que juste au-dessus, on a une sorte de projection d'un petit morceau de fer d'une dizaine de centimètres, dont on voit qu'il a été coupé, qui sort également du mur. Cet indice apparent pourrait ressembler à ce crampon de fer. Il a été dessiné par l'un de nos plus illustres architectes, Eugène Viollet-le-Duc. Fort de la restauration d'un grand nombre de monuments du Moyen-Âge, lui aussi est convaincu de l'existence d'une ceinture de fer cachée. Dès 1850, il imagine ces crampons reliés les uns aux autres pour former une cage de métal enserrant toute la Sainte-Chapelle. Ce crampon ressemble à s'y méprendre à ce morceau de fer. Il vient d'être retrouvé par Maxime L'Héritier. Le chercheur va procéder à un prélèvement pour tenter de dater cet échantillon. S'il remonte à Saint-Louis, ce serait là l'ancêtre du béton armé. Une révolution avant l'heure. L'objectif, c'est de pouvoir, par l'analyse, véritablement déterminer ce qui a été mis en place au milieu du XIIIe siècle et ce qui relève de consolidation postérieure. Au laboratoire de l'université de Paris-Saclay, Maxime L'Héritier va tenter de lever le doute. On voit bien la forme du morceau qu'on a dans les combles, c'est exactement ça. C'est le même, hein. Avec Philippe Dillman, physicien et chimiste au CNRS, il s'intéresse à ces petits points noirs. Ce sont en fait des impuretés, des déchets de fer que l'on retrouve en quantité sur les sites de production. Ça va nous permettre de dater cet échantillon de fer, parce qu'au Moyen-Âge, on a un changement dans les procédés techniques qui permettent de produire le fer. Et si, par l'analyse de ces inclusions, on découvre que ce sont des bas-fourneaux qui ont servi à fabriquer ce morceau de métal, eh bien, vraisemblablement, ça voudra dire qu'il est contemporain de la construction de la Sainte-Chapelle à l'époque de Saint-Louis. L'observation des scories dans le matériau va nous fournir la carte d'identité du tyran de fer. Ah bah là, tu as des zones carburées, là. Donc ça, c'est super. C'est parfait pour la datation. On a analysé les impuretés que l'on peut voir à cet endroit-là, et il s'avère qu'ils sont compatibles avec le procédé ancien utilisé au Moyen-Âge. Donc c'est des fers qui ont été produits en bas-fourneaux. Ouais. C'est compatible avec la construction. C'est complètement cohérent, ça fait un faisceau d'indices au milieu du XIIIe et siècle. de preuves. Ouais. Donc ça, c'est super. Encore un élément de fer de la Sainte-Chapelle qui date de la construction et qui n'a pas été un ajout postérieur. On en est sûr maintenant. Il y a donc, depuis l'époque de Saint-Louis, une ceinture de fer qui permet à la Sainte-Chapelle de tenir, comme par miracle. Le palais de la Cité a ainsi vu en ses murs l'émergence de l'ancêtre du béton armé, 600 ans avant son invention. La première demeure de nos rois a donc été un laboratoire de techniques innovantes et révolutionnaires pour l'époque.